Nathalie, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu qui tu es? Oui, je suis journaliste. J'ai été longtemps journaliste au magazine Elle et maintenant je suis rédactrice en chef de Marie-Claire et je suis surtout, en ce qui nous occupe aujourd'hui, l'auteur d'un livre qui s'appelle Rétro Cool, comment le vintage peut sauver le monde, que j'ai coécrit avec Catel Pouliquin. Voilà. Alors, justement, rétrocool, c'est quoi exactement? Alors, rétro-cool, c'est un terme qu'on a choisi d'utiliser pour décrire ces adeptes du vintage qu'on a trouvé de plus en plus nombreux. Dans l'exercice de notre métier de journaliste, en fait, ces dernières années, on a été beaucoup amenés à faire plein d'articles sur cet engouement pour le vintage, que ce soit dans la mode avec les revivals incessants des années 50, 60, 70, 80, 90, ce qui ne nous rajeunit pas, mais bon, dans la déco, ameublement, voilà. Et puis ce marché du seconde main qui explose, comme le disait très bien Thomas Delattre. Là, il a déjà donné tous les chiffres un peu clés. Donc, les rétro-cool, pour nous, c'est ceux qu'on a décrits dans le bouquin, puisqu'on a eu envie d'aller voir un peu de plus près les motivations de cette communauté de gens qui n'ont envie de consommer que du vintage, ou en tout cas qui ont envie d'en consommer de plus en plus. Voilà, c'est des gens qui ne sont pas d'affreux réacs, mais qui sont intéressés par des choses qui viennent du passé, que ce soit un passé lointain, enfin, disons des vêtements par exemple des années 60 ou des meubles des années 50, ou même des choses beaucoup plus récentes, puisque ce terme vintage recouvre aujourd'hui des réalités un peu plus souples. Ça peut être aussi des choses qui ont 10 ans, quoi, ou presque de la seconde main, un peu récente. Enfin, pas forcément des 6 derniers mois, voilà, mais en tout cas, l'idée d'acheter des choses du passé. Parfait. Alors moi, je serais très curieux de savoir pourquoi le vintage, maintenant, ça devient tendance, en fait. Bah, je pense que le vintage, ça répond à plein d'impératifs de l'époque. Alors nous, par exemple, pour le livre, on est rentré dans le sujet par le biais esthétique. On s'est dit que voilà, c'était donc des gens qui avaient une appétence pour cette esthétique du passé. Mais voilà, ils ont envie de vintage, souvent pour des raisons économiques, parfois parce que, comme le disait Thomas Delattre, c'est aussi voilà, souvent des choses moins chères, parfois même moins chères que la fast fashion. Donc il y a quand même cette dimension-là, notamment pour les très jeunes qui sont de gros consommateurs aussi aujourd'hui de seconde main. Donc il y a l'aspect esthétique, mais on s'est rendu compte très vite qu'il y avait aussi la dimension écologique et que de plus en plus de gens se réclamaient de cette consommation vertueuse. C'est-à-dire qu'ils considéraient qu'en achetant du vintage, ils achetaient des choses dont l'empreinte carbone était déjà amortie. Donc, voilà, c'était tout bénef, si je puis dire. À la fois, on peut s'adonner à la joie de consommer, mais en même temps, on consomme quelque chose qui est vertueux. Et ça, c'est quelque chose qui me semble assez nouveau. Parce que je pense qu'il y a toujours eu des gens qui ont consommé du vintage. Je veux dire, ça a démarré très fort dans les années 60. Ça n'a pas cessé. Les avant-gardes, les gens branchés ont toujours consommé du vintage. Mais c'était surtout pour des raisons esthétiques. Voilà. Aujourd'hui, cette raison écologique est quand même très souvent mise en avant. Je trouve très intéressant. Nathalie, durant notre échange pour préparer cette table ronde, on a évoqué des plateformes comme Vestiaire Collective, comme Vinted, qui ont démocratisé le vintage. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Bah, c'est-à-dire qu'elle a mis à portée de gens qui n'auraient pas eu l'idée de rentrer dans une friperie ou voilà, dans un magasin de seconde main. Voilà, ces plateformes ont mis ce marché-là à portée de gens qui en étaient éloignés. C'est vrai notamment pour les plus jeunes. On voit le succès de Vinted, de Vestiaire Collective, de eBay, du Bon Coin, enfin toutes ces choses voilà, qu'on a déjà citées aujourd'hui. Il y a aussi tous les gens qui font commerce de vintage sur Instagram, par exemple, ce qu'on appelle les Insta-brocanteuses, mais il y a aussi plein de petites friperies virtuelles comme ça, de gens qui lancent leur petit business, leur micro-business avec leur compte Insta. Et ça marche très, très bien aussi. Donc, vraiment, ça a permis cette démocratisation. Et je pense que c'est ça qui... Enfin, oui, ça a été un accélérateur de vintage. La technologie et la modernité se sont mises au service du vintage, du seconde main, du passé. Donc, c'est assez marrant. Carrément. Justement, aujourd'hui, les marques s'emparent aussi du phénomène vintage. Elles créent des collections vintage, qui est juste Ah, antinomique. C'est quoi ton oui, sentiment, ton avis par rapport à ça?
En fait, il y a à la fois des marques qui s'inspirent d'une esthétique du passé, enfin, beaucoup de créateurs, et c'est pas nouveau non plus. Je veux dire, Saint-Laurent, quand il fait sa collection Résistance dans les années 60, il est inspiré par les années 40. D'ailleurs, c'est lui un des premiers qui lance cette idée de rétro, de récup esthétique. Donc ça, c'est pas nouveau, ça continue, c'est plus vrai que jamais. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand on regarde les podiums, on voit souvent des collections entièrement inspirées par les années 70 ou alors entièrement années 90. Donc ça, c'est une chose, c'est la recréation d'une esthétique du passé. Après, il y a aussi toutes ces marques qui réfléchissent à ce qu'elles font de leurs anciens modèles, soit de leurs invendus, soit de leurs collections du passé, qui se vendent parfois très cher sur des plateformes qui leur échappent. Donc, il y a des réflexions en cours, à mon avis, dans toutes les grandes maisons pour savoir ce qu'on fait de son propre vintage, de son patrimoine vintage. C'est-à-dire, il y a des magasins maintenant qui ont des lignes de vintage intégrées au milieu des vêtements neufs. Voilà, c'est vraiment une réflexion qui est de plus en plus poussée. Donc, il y a ce double mouvement, je dirais. C'était ça ta question, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Donc aujourd'hui, on est en pleine crise du coronavirus. C'est quoi les modifications, d'après toi, de la consommation vintage par rapport à ça? Bah, moi, je pense que ça va l'accélérer. De même qu'on a vu aux États-Unis, donc après 2008 et la crise des subprimes, on a vu un essor vraiment de la consommation de vêtements de seconde main et de vêtements vintage. Je pense qu'on va aller dans ce sens-là. L'intervenant précédent a évoqué l'idée du moins mais mieux. C'est une idée qui va bien avec l'idée de vintage aussi, d'autant qu'il y a un certain nombre de gens qui consomment du vintage parce que parfois ils trouvent ça mieux produit aussi. Donc, l'idée du moins mais mieux, ça s'applique bien à ce marché-là. Donc moi, je pense qu'on n'a pas fini voilà, d'en parler et je pense que ça va rentrer de plus en plus dans les mœurs. Là où il y avait encore des réticents, je crois que vraiment ça se banalise, ça se démocratise grâce à toutes ces plateformes, en effet. Mais aussi peut-être sous pression, bien sûr, de la crise économique qui nous attend et qui va aussi pousser des gens vers cette consommation plus raisonnée et souvent plus accessible aussi. Parfait. Alors, tu es aussi une acheteuse de vintage. Mhm. Comment tu consommes le vintage? Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Alors, évidemment, bah, comme tout le monde, je vais aussi sur ces plateformes. Il m'arrive d'acheter voilà, des choses sur eBay, sur Vestiaire Collectif, sur Vinted. Mais moi, ce que je préfère le plus, c'est aller vraiment soit dans les friperies classiques, soit même dans les ventes, genre vente au kilo, Emmaüs ou Kilo Shop, parce que je trouve que quand on part comme ça, un peu le nez au vent, sans savoir ce qu'on va dégoter, il y a un plaisir qu'on n'a plus dans le shopping plus traditionnel. Et d'ailleurs, ça, beaucoup de gens nous l'ont dit aussi au cours de notre enquête. C'est une des grosses motivations de l'achat de vintage, c'est laisser la place au hasard, presque à une forme de poésie, l'idée qu'on va tomber sur une trouvaille à laquelle on n'avait pas du tout pensé. Et en fait, dans nos vies qui sont hyper millimétrées, un peu algorithmées, tout est très, très cadré, et ben, cette espèce de part de saut dans l'inconnu, voilà, elle est assez jouissive, quoi. C'est assez agréable de partir comme ça sans savoir où on va et puis de ramener parfois des trésors avec le sentiment voilà, d'avoir repris la main en quelque sorte aussi sur son mode de consommation, de ne pas forcément se laisser dicter les tendances, voilà, mais au contraire de s'autoriser à craquer pour une pièce qu'on n'avait pas du tout anticipée. Donc voilà, ça c'est mon petit péché mignon. J'ai l'impression. Alors justement, Nathalie, on a en fait un commentaire de Gaël en fait dans le chat qui dit Ouais. je confirme, j'ai 22 ans et je consomme plus que de la seconde main depuis 5 ans pour l'unicité et l'originalité des vêtements que je peux Oui, trouver. L'intérêt économique, ainsi de suite, ça allège l'esprit d'acheter de la seconde main et d'abandonner la fast fashion. c'est ça. Hein. Bah oui, non, mais c'est exactement ça. Je pense que c'est une forme de consommation vertueuse, donc qui donne quand même bonne conscience. Enfin, les jeunes gens en particulier ou les adeptes de mode ont envie de pouvoir continuer à acheter des vêtements parce que la mode, c'est voilà, c'est constitutif de notre identité, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, c'est pas complètement anecdotique et c'est difficile aussi, peut-être, surtout pour les plus jeunes, de se dire qu'il faudrait vraiment
arrêter de consommer de la mode. Ou le vintage offre cette opportunité. Non, mais le vintage offre cette opportunité de poursuivre ce mode de communication aussi, cette affirmation de soi par le vêtement. Et effectivement, comme le dit cette jeune femme, ça permet souvent aussi une mise très originale, quoi. Je veux dire, on peut sortir des sentiers battus en allant vers le vintage, là où la fast fashion a tendance à uniformiser, à nous corneriser tous dans le même sens, la même tendance. Alors que là, on peut, je pense, trouver et s'autoriser un peu plus de fantaisie. Alors, on a pas mal de commentaires, manifestement, ce que tu dis, ça fait pas mal réagir. Ouais. Donc, on a une question de Lamarzel sur quid du marché de la location, notamment pour le haut de gamme. Je crois qu'il se développe. Je ne suis pas une experte du marché de la location, mais je crois que ça se développe pas mal aussi. Et c'est la même logique. On n'est pas forcément obligé d'acquérir une pièce très chère, donc on peut aussi peut-être la louer. Oui. Ça me paraît tout à fait sensé. En tout cas, je pense que ça va dans le bon sens. Je ne sais pas si ça se pratique encore beaucoup. Mais bon. Moi, j'aurais une question sur les questions de marketing. Pendant des années, il fallait consommer, c'était quelque chose d'extrêmement bien vu. Le week-end, on allait chez Zara, ainsi de suite, chez Gap. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, en fait. Il faut être smart, il faut aller en brocante. Comment on est passé de ce côté, effectivement, surconsommation maximaliste, je veux le dire, à un côté un peu minimaliste? Est-ce que toi, tu l'as vu vraiment sentir? Et c'est quoi les triggers, c'est quoi les changements qui ont poussé vers ça? Non, mais je pense qu'il y a une prise de conscience massive, en fait, très portée par les plus jeunes générations, et que, évidemment, toute l'industrie de la mode, c'est aussi des êtres humains. Les créateurs, c'est des citoyens. Toute cette industrie est aussi sensible à toutes ces questions. Donc, je pense que on est tous sommés de réfléchir aux enjeux, d'y apporter des réponses. Et effectivement, je ne vois pas comment il pourrait y avoir un retour en arrière. Nous, on le voit évidemment dans notre travail de journaliste. C'est évident qu'on n'est plus du tout sur l'idée que plus tu consommes, plus tu es quelqu'un de cool. Enfin, le paradigme est en train de complètement changer. Donc, c'est très intéressant d'ailleurs à raconter et à documenter dans les articles. D'ailleurs, par exemple, Marie-Claire a sorti son spécial mode là, en début septembre, comme tout le monde. Notre grosse accroche de couverture, c'est on a été interrogé plein de femmes de tous âges et de tous horizons qui nous ont raconté comment elles se sont libérées des tendances, comment elles ont trouvé leur style, un style qui leur correspondait, etc. Ça, on n'aurait pas fait ça il y a 10 ans. Je veux dire, c'est vraiment un signe, je pense, d'une grosse évolution de toutes ces questions. Carrément. Alors, au niveau des questions, on a également Chloé, en fait, qui dit qu'avec les plateformes, on a des problèmes de livraison. Forcément, qu'on n'est pas livré en temps en heure, ça pose un souci. Toi, quand tu commandes, ça se passe comment? Quand je commande, je sais pas, moi j'ai jamais eu de problème. Après, je comprends. Moi, je trouve que c'est le shopping physique. Je trouve que ça reste une expérience intéressante. D'ailleurs, on a des jeunes filles qui nous racontaient dans le livre qu'elles partent tous les samedis. Elles appellent ça un frip trip, ce que je trouve assez rigolo comme expression. Et donc, elles racontent qu'elles vont en bande de copines dans les friperies et que cette joie du toucher, de l'essayage, évidemment, on l'a pas quand on commande sur sa plateforme et qu'en plus on est mal livré, qu'on a un souci après à l'arrivée. Mais bon, moi, j'ai jamais eu de souci personnellement. Alors, justement, comme tu parles des magasins physiques, Nathalie, tu es en train de nous dire que le magasin physique, ça va toujours exister. Ça ne va pas être uniquement des plateformes, on va commander. Pour toi, ça sera toujours un plaisir. Je ne suis pas économiste, mais je pense que les deux vont cohabiter. Enfin, je pense évidemment que le commerce digital est appelé à se développer pour des tas de raisons, y compris sanitaires. Mais je pense que l'expérience physique, je sais que les magasins se réinventent, mais je pense que ça va continuer à exister pour partie, oui.